propose qu'on lance cette dernière rencontre d'un cycle de 4 rencontres adossées au spectacle présenté à Point commun, que je remercie beaucoup de nous accueillir ici. Et je remercie tout particulièrement Gadrem Grangia et Salomé Magnier qui ont en fait tout fait pour que justement on puisse avoir cette conversation dans ces lieux. Et je vais à présent donc accueillir nos invités. Je suis vraiment ravie, Annabelle, que tu aies pu réunir autour de toi donc Fabienne et Céloua. Donc je vais vous présenter de façon un petit peu plus détaillée, puis après je vous laisserai la parole et je vous laisserai commencer l'échange qui sera ensuite suivi d'un échange avec la salle. Alors ce qui change un petit peu par rapport aux autres rencontres, c'est que d'abord nos 2 chercheuses invitées connaissent très bien, intimement l'œuvre artistique d'Annabelle. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas vu le spectacle ou la performance, mais on verra ça ce soir. Mais je vous ai envoyé un lien et peut-être vous avez déjà exploré un petit peu le travail d'Annabelle Guéredra à partir du site internet et de toutes les images, les vidéos et ce que tu peux en dire aussi en ligne. Donc, à présent, je vais vous présenter. Donc, Annabelle Guéredra, donc tu es chorégraphe, danseuse, performeuse. Tu vis et tu travailles en Martinique. Tu as une formation littéraire. Tu as fait des études littéraires et ensuite tu as suivi plusieurs types de formations en danse. Tu travailles avec de nombreux artistes, des plasticiens, des musiciens, vraiment de tout horizon. Tu es aussi fondatrice en 2003 d'une compagnie de danse, Art Incidence, que tu qualifies de bouillon de culture, où sont questionnées des pratiques, des mœurs, des questions parfois qualifiées encore de tabous, de sensibles. En tout cas, tu t'interroges beaucoup sur la question du corps politique. Ce que j'ai trouvé effectivement très intéressant également, c'est que, outre ce travail d'engagement, de réflexion et de recherche sur des questions comme le féminisme noir, par exemple, l'écologie décoloniale, d'autres grandes questions politiques et sociales, tu interviens aussi artistiquement auprès de groupes de femmes marginalisées dans la société martiniquaise et peut-être ailleurs, mais principalement en Martinique peut-être, donc détenues, prostituées, etc. Et là, il y a finalement j'ai pas envie de dire usage de l'art, mais en tout cas une forme d'expression artistique dans des contextes spécifiques et reliés aussi à tes questionnements plus théoriques. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant parce qu'on aura l'occasion de développer tout ça. Et donc, j'ai présenté à présent tes 2 invités. Donc, Céloua Loust Boulbina. Donc, on est ravis de vous accueillir ici. Philosophe et théoricienne de la décolonisation. Décolonisation et donc question coloniale qu'on trouve aussi évidemment beaucoup dans ton travail, Annabelle, et c'est ce dont on parlera aujourd'hui. Donc Céloua, vous êtes à l'université Denis Diderot Paris 7 et vous avez aussi enseigné la théorie politique à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez aussi porté des programmes de recherche, notamment sur la décolonisation des savoirs, au Collège international de philosophie entre 2010 et 2016. Et dans vos travaux, vous écrits, conférences, interventions, vous étudiez beaucoup les philosophes africains, les artistes contemporains africains, et également, donc vous réfléchissez à l'évolution postcoloniale de l'Afrique et d'autres territoires comme la Caraïbe, mais particulièrement de l'Afrique. Et une question qui va traverser notre discussion aujourd'hui, l'empreinte de la colonisation sur les sociétés, sur les territoires. Ce qui est également au cœur du travail de Fabienne Viala. Donc là aussi, professeur, alors vous nous arrivez de Warwick, donc université au Royaume-Uni, professeur en Caribbean Studies, mais effectivement vous avez commencé des études de lettres également en France. Et un doctorat en littérature comparée. Vous avez commencé à enseigner en France, puis vous êtes parti donc enseigner au Royaume-Uni. Peut-être que vous aurez l'occasion de nous expliquer pourquoi. Sachant que cette position entre 2 mondes, entre 2 systèmes, entre 2 pays, c'est aussi quelque chose finalement qui vous réunit toutes les 3. Et c'est sans doute quelque chose qu'on pourra aussi aborder.
Alors, Fabienne, dans vos travaux, hein, vous vous interrogez donc sur la mémoire de la colonisation, la mémoire de l'esclavage, les questions postcoloniales également et des questions d'écologie décoloniale tout particulièrement. Et vous réfléchissez donc à la manière dont le colonialisme et le néocolonialisme, justement, là aussi, hein, génèrent une idéologie de domination extractiviste, fondamentalement destructrice. Et c'est particulièrement donc ce qui va occuper les discussions aujourd'hui, puisqu'on a intitulé le séminaire, donc sur proposition d'Annabelle Guéredra, autour de l'habité colonial. Et pour être plus précise, soins et toxicité en habité colonial. Et cette notion d'habité colonial, je ne vais pas beaucoup développer parce que justement, Fabienne, vous allez particulièrement nous éclairer là-dessus, mais ce qu'on peut définir là de façon très rapide hein, pour introduire cette notion, c'est une façon d'habiter la terre fondamentalement destructrice, prédatrice et inégalitaire liée à la colonisation. Et donc, on aura l'occasion de développer plus avant. Et cette approche par la toxicité, la contamination, elle traverse véritablement vos travaux à toutes les trois, et donc plus particulièrement ce travail artistique qu'on va également voir ce soir. Et la question de l'art comme instrument ou réponse à cette contamination et peut-être forme de soin. À l'égard de sociétés, de territoires profondément détruits ou profondément contaminés, c'est également ce qui vous rassemble aujourd'hui et ce qui traverse finalement l'ensemble de vos réflexions. Donc je ne développe pas davantage, je vous donne la parole et peut-être on commence par vous, Annabelle. Oui, bonjour, Annabelle Guéredra. Voilà, je vis et travaille en Martinique. Je suis martiniquaise. Je suis artiste, femme, performeuse et je dirige une compagnie de danse depuis 20 ans. J'ai fait le choix de rentrer vivre en Martinique il y a à peu près une dizaine d'années, suite justement à des ateliers que je proposais au départ entre Montpellier et la Martinique. Donc à Montpellier, c'était au CHU de Montpellier en gériatrie et psychiatrie. Et en Martinique, ça a été avec plusieurs associations, dont l'association UFM, l'Union des femmes de la Martinique, et l'association Latinos Unidos, qui est une association qui recueillait, accueillait des femmes prostituées de République dominicaine. Donc j'ai hâte d'entendre Fabienne Viala. Donc il faut savoir que Fabienne et Célois sont deux amies. Donc ça aussi c'est important pour moi de le dire parce que je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, par l'amitié et l'amour face à ce système capitalistique monstrueux qui se génère de lui-même, qu'on ne peut plus arrêter. Et habiter en Martinique et travailler en Martinique avec les moyens de production qu'il y a en Martinique qui sont quasi à zéro, c'est aussi une forme de résilience, de lutte et de résistance, parce que nous n'avons qu'une seule scène nationale, un théâtre municipal, mais nous n'avons pas, en tout cas moi personnellement, malgré 20 ans de compagnie danse, je n'ai pas de studio de danse tous les jours, je n'ai pas accès à un centre chorégraphique ou à un conservatoire. Donc ce sont des vraies problématiques qui pour moi sont très liées à la colonisation de ces territoires dits ultramarins, qui sont en fait très excentrés de la France, ça vous l'avez compris, puisqu'on est quand même à plus de 8000 km. Et la question des sargasses, pour moi, elle est très symbolique, puisqu'elle vient interroger du coup de manière symbolique la question de la contamination. Donc une contamination sargassienne qui est donc une contamination, vous l'avez compris, qui est toxique, puisque les sargasses sont des algues toxiques qui régulièrement viennent envahir nos littoraux atlantiques. Et donc c'est un petit peu ce que vous allez voir ce soir à travers cette œuvre Mamie Sargassa 3.0, qui est comme un triptyque en fait d'une œuvre qui a démarré il y a bien longtemps, mais plus sous forme performative, c'est-à-dire en 2017, quand j'ai décidé de manière
comme ça, très intuitive, mais en fait très bruja, c'est-à-dire très sorcière, de m'enterrer dans cette sargasse. Donc, c'est-à-dire de m'enterrer dans une algue toxique qui dégage de l'arsenic inorganique niveau 3. Donc, ce qui est complètement fou, en fait, c'est-à-dire comme si je m'engageais à ma propre mort et à ma propre autodestruction. Alors, donc, j'ai commencé ces enterrements dans la sargasse en 2017, comme un rendez-vous avec moi-même, mais comme un rendez-vous aussi avec une excroissance de moi-même, ou comme si à un moment donné, je n'étais plus vraiment un être humain, mais que je pouvais peut-être muter en quelque chose d'autre. Là, je vous parle du coup d'écologie décoloniale, mais aussi un peu d'afrofuturisme, c'est-à-dire de savoir comment est-ce que c'est possible, à partir de cette habité coloniale, de s'en extraire de manière imaginaire ou spirituelle ou physique, pour ne pas le subir, puisque moi j'ai cette sensation quand même de subir chaque jour cette habité coloniale. Et il y a encore très récemment, on a eu des insurrections sociales en Martinique comme en Guadeloupe en novembre 2021, et là ça recommence avec les grèves là après à post-carnaval de 2023. Donc vivre en Martinique, c'est un vrai engagement politique, et créer en Martinique, ça vient encore rajouter une strate, ça vient rajouter un parterre de sargasses et jusqu'à un ensevelissement total dans la sargasse. Donc pour moi, la sargasse, elle symbolise énormément de choses. Elle symbolise aussi ces espèces de bateaux de croisière énormes qui viennent envahir je ne sais pas si certains sont déjà allés à Fort-de-France en Martinique, mais qui viennent envahir le Malecon. Et c'est très impressionnant parce que les bateaux de croisière, donc qui ont repris après le Covid-19, sont au-dessus de la ville. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la ville, le bateau de croisière, il est plus haut que la cathédrale de Fort-de-France. Donc c'est comme si cette nouvelle occupation de territoire, que j'appelle le tourisme, c'est aussi une forme de contamination et de colonisation, mais nouvelle, spécifique, propre à 2021. Enfin, au XXIe siècle plutôt. Donc du coup, pour moi, c'est intéressant de m'interroger et sur cette toxicité qui peut avoir plusieurs visages. Un visage sargassien, mais aussi un visage de cruising body et de cruising boat, comme ça, de bateaux de croisière. Alors, je l'ai dit en anglais parce que du coup, on a des Américains, des Allemands, des Italiens qui viennent, voilà, mais qui ne se fondent pas du tout avec le paysage. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un all-inclusive tourism. Et tout ça, moi, je trouve ça hyper violent, et ça participe d'un système de domination et là, du coup, je laisse la parole, je glisse vers Fabienne Viala et je lui laisse la parole pour continuer. Voilà. Et j'espère vous voir ce soir. Alors, je ne vous cache pas que je suis un peu stressée parce que c'est inhabituel pour moi de participer comme ça à un séminaire le matin autour de mon travail et puis de jouer ce soir. Mais je suis quand même très contente d'être là et de vous voir et de voir vos visages, parce que c'est toujours chouette de voir les visages d'une jeunesse française qui est là et qui vient aussi écouter ce savoir colonial, qui est un savoir, j'ai la sensation, qui est assez tabou, en tout cas à l'éducation nationale. Peut-être au niveau universitaire, ça change un peu. Et donc, je suis très contente que vous soyez là et que vous ayez fait le choix de venir là ce matin. Parce que vous auriez pu faire autre chose. Voilà, et je laisse la parole... C'est vrai, quand même. Je laisse la parole à Fabienne. Eh ben, merci Annabelle. Alors, je prends la balle au bon. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, l'exercice auquel je vais me prêter, c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble. Je me suis dit comment est-ce que je pouvais contribuer à ce que ce séminaire vous donne un petit peu de contexte sur... en fait, j'ai intitulé ce truc, si ça veut bien marcher, pour comprendre l'habité colonial. La diapo, ah voilà, vous voyez. Simplement parce que, alors je ne suis pas une historienne, je suis ce qu'on pourrait appeler une analyste culturelle. Je travaille dans les Cultural Studies en Angleterre. Donc mon matériau, ce sont les productions culturelles, que ce soit de la littérature, de la peinture, de la poésie, du théâtre ou de la performance, mais dans ce qu'on appelle les area studies. Donc mon domaine de travail, c'est cette
terriblement européocentrée. Elle est dessinée de manière européocentrique, cette carte, mais ça reste ma carte de travail. Quand on arrive dans la Caraïbe en bateau, c'est pas du tout comme ça qu'on voit l'espace, mais bon, c'est... Et donc, en fait, je vais faire acte d'historienne, peut-être ici, simplement pour nous forcer à revenir dans l'histoire de cet espace particulier, pour essayer de vous montrer à quel point le légat colonial est pesant, à quel point cette idée que le colonialisme, l'impérialisme sont des mots du passé, c'est faux. Nous vivons aujourd'hui dans un système qui a trouvé le système global mercantiliste de la société thermo-industrielle dans laquelle nous vivons, capitaliste, a trouvé son mode de fonctionnement. Il s'est rodé dans la Caraïbe. Parce que la Caraïbe, cet espace que vous voyez là, avec, on peut toujours nommer un coupable si on veut, on peut choisir Christophe Colomb si on a envie de taper sur quelqu'un, mais disons qu'avec les grands découvreurs, qu'on appelait les découvreurs, s'est initiée une ère des grands marchands, où on a rodé dans la Caraïbe la possibilité de extraire gratuitement la richesse d'un territoire, mais aussi de transborder, de déplacer gratuitement des êtres humains, parce qu'à partir du moment où c'est gratuit, c'est là qu'on commence à faire une marge de profit. Donc la notion de profitabilité et la complexité que représente la globalisation économique s'est rodée en fait dans des espaces très lointains des centres européens pour faire tourner, pour faire du profit dans la Caraïbe. Il a fallu mettre en branle un système bancaire différent. Il a fallu affréter des bateaux qu'il fallait assurer. C'était très périlleux de traverser ces mers-là. Il a fallu tenter des choses, donc c'est pour ça que je nommais Christophe Colomb. L'idée au départ était qu'on allait y trouver de l'or, il n'y avait point d'or, donc on a d'abord réduit en esclavage les populations taïno qui vivaient dans ces zones-là, et puis on les a remplacés par des populations africaines. On a implanté la canne à sucre qui venait pas du tout de ces territoires-là, et on l'a fait pousser dans la tropicalité de l'île. Donc en fait, les îles de la Caraïbe, qui sont à la base des îles volcaniques qui se sont défaites du continent, hein, qui étaient habitées par des groupes semi-nomades qui en fait travaillaient de manière très sustainable, comme on dit sustainable en français, très durable. Ils avaient un rapport à l'habitat tout à fait dans le long temps, où on cohabitait avec la nature, où on se déplaçait en fonction des saisons, etc. Tout ça a été remplacé par quelque chose d'assez violent, de très violent, qui est ce colonialisme. Non seulement le colonialisme, c'est pas seulement des hommes en casque de conquistadors qui arrivent et qui sont violents à ce moment-là, en 1492. On est dans un légat donc, qui a commencé. Comment est-ce qu'on rôde ce système de toxicité, on va dire, tant dans le vivant humain que dans le vivant non humain, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait du profit en gratuitement décidant que la vie a une valeur échangeable ou une valeur zéro quand il s'agit des personnes réduites en esclavage. Alors on met en place le commerce triangulaire dont vous avez sans doute entendu parler à un moment donné, je ne sais pas quand, dans votre cursus, mais c'est un véritable système d'économie globale qui fonctionne sur la base d'un extractivisme où on va remplir des bateaux vides qui partent en provenance des ports, des grands ports de l'Europe. On va les remplir de personnes sur la côte de l'Afrique, qu'on va transborder dans les îles de la Caraïbe pour les forcer à travailler dans le système de la plantation. On les force à travailler gratuitement, évidemment. Et on établit un code noir et un système d'esclavage qui fait que ces personnes sont déclarées non humaines, ce qui permet de légitimer le fait qu'elles travaillent gratuitement et qu'elles soient... la particularité de la traite transatlantique, c'est qu'il y a eu un degré de déshumanisation de l'humain qui n'a jamais atteint. On dit souvent, des fois de manière, oui, mais l'esclavage existait déjà dans l'Antiquité. Oui, mais cette forme de réduction en esclavage a véritablement été
inventée pour un seul motif, le profit financier. Et toutes les justifications qui viennent autour, les justifications religieuses et racistes, le raciste y est inscrit dessus, sont là pour cacher, c'est l'arbre qui cache la forêt, pour cacher le fait qu'en fait le seul but c'est de tirer le maximum d'argent. Et comment on fait de l'argent? Eh bien, on envoie nos addictions aujourd'hui. Quelles sont nos plus grandes addictions? Le tabac, le café et le sucre. Elles sont produites dans la Caraïbe, elles sont envoyées en Europe. L'Europe s'entiche de ces produits au point qu'on y est toujours accro. Je crois que j'ai bu au moins 6 cafés ce matin. Et on fait des marges de profit comme ça qui font qu'il faut aussi penser que si on pense, après il y a toute l'histoire ou l'aventure de l'abolitionnisme, l'esclavage ne s'est pas arrêté parce que tout à coup l'être humain est devenu humaniste et a dit c'est insupportable, arrêtons ça, quelle horreur. Il y a eu des abolitionnistes et des humains qui ont voulu se lever contre ce système, mais le système s'est arrêté parce qu'il n'était plus profitable. Il était simplement pour ça. Et donc, tant qu'on continuera, et on est toujours dans la même prise en étau, dans la même logique aujourd'hui, où en fait le profit justifie, quoi qu'on en fasse, on va nous dire, mais en fait il faut faire croître l'économie. Donc, continuons, tant que ça marche, faisons-le en fait. Donc, il y a toutes les tentatives de blocage qui veulent protéger le vivant, et j'inclus là le vivant humain comme le vivant non humain, se heurtent à des logiques économiques qui vont brandir le drapeau du profit comme la clé du bonheur. Et ça c'est véritablement, c'est né dans ces espaces-là. Donc voilà, ce sont des cartes très très grosso modo, mais c'est toujours pour rappeler la quantité de personnes réduites en esclavage, le temps que ça a duré. Donc l'histoire de l'esclavage, dont on dit souvent oui mais l'esclavage c'est fini, on n'en parle plus. En fait, en réalité, quand on le vit depuis chez nous, voilà ce que c'est. C'est votre carte bancaire. Le système bancaire mondial a été créé avec le sang des esclaves. C'est une réalité. Les grosses compagnies anglaises, HSBC, Lloyds, Barclays, leurs premiers fonds, tous étaient des négriers qui ont réinvesti les énormes profits qu'ils ont tirés des traites négrières pour créer des fonds bancaires et pour créer le système financier actuel. Donc, ce légat-là, il est réel, il est tangible. Il ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on utilise notre carte bancaire, on est coupable de réduire des gens en esclavage. Il ne faut pas réduire la chaîne des responsabilités. Il veut dire qu'il y a un légat historique qui pèse et qui fait que nous sommes des sociétés qui descendons en fait, véritablement, d'un système qui s'est rodé avec l'esclavage et qui s'est ancré dans nos façons d'habiter le vivant. Du point de vue du côté, alors quelque chose aussi, simplement c'est des choses très brèves que je dis, mais c'est parce que je me heurte souvent dans un milieu francophone, et j'ai peut-être tort, mais à des discours qui disent oui mais enfin l'esclavage, qu'est-ce que c'est que ça suffit quoi, c'est fini, réglez vos problèmes là où vous êtes, et puis des choses toutes simples. Le palais de l'Élysée à Paris a été construit par Antoine Crozat et c'était un négrier avec des fonds. Donc il y a une traçabilité de cet argent qui a été fait à l'époque, qui a été réinvesti pour faire nos patrimoines, mais ça n'est pas dit en tant que tel. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez de ce que je vous dis là. Moi, je vous le dis simplement pour essayer de rapetisser le temps qui s'est écoulé entre le XVe siècle et aujourd'hui, et pour vous dire qu'en fait, hier, c'est encore aujourd'hui. Et alors, c'est encore plus flagrant quand on est dans l'espace plantationnaire, dans l'habité colonial lui-même, c'est-à-dire dans le lieu de la plantation. Les îles de la Caraïbe que je vous ai montrées sont des tout petits espaces qui se sont construits selon une logique de la plantation, donc une logique avec une minorité de propriétaires ou de gérants de corps noirs, donc il y avait une minorité de blancs, et leur propriété, c'était des êtres humains
dits noirs, enfin qui ont été racisés de cette manière-là pour pouvoir justifier qu'on les déshumanise, et les corps des autres leur appartenaient. Donc en fait, la particularité de l'esclavage, de la plantation, c'est que si vous êtes esclave, vous n'avez pas le droit. L'enfant que vous portez dans votre utérus n'est pas à vous. Quand il va sortir de votre ventre, il appartiendra au maître. Il y a une impossibilité de faire famille, une impossibilité d'avoir une sépulture. Les rituels devaient être toujours très créatifs pour pouvoir arriver à exister, parce qu'il n'y a pas cette légitimité d'exister en tant qu'humain, en fait. Alors, évidemment, l'esclavage a été aboli, évidemment, en Martinique, en Guadeloupe et dans les espaces caribéens. Mais les esclavages se sont abolis à des moments différents. Mais à l'esclavage, s'est substitué des phénomènes de colonialisme et de néocolonialisme qui continuent d'exister, c'est-à-dire tout simplement, par exemple, le fait que des familles qui étaient propriétaires d'esclaves continuent d'être des familles qui détiennent les pouvoirs économiques de l'île, tout simplement parce que on se lègue, c'est le légat. Les gens qui sont, les familles qui sont nées d'esclaves, il y a un déficit de base, puisque c'est très difficile de construire un capital quand on vous a empêché d'apprendre à lire, à écrire, à apprendre un autre métier que d'être esclave. Donc les familles de départ sont parties avec c'est plus difficile en fait. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de success story, de black success story dans la Caraïbe, il y en a, mais dans la structuration de la société, on reste dans un regard sur les autres et des relations entre les castes presque, en fait, les races et les classes qui sont qui sont héritées d'un passé qui n'est pas si loin que ça, puisque c'est un cheptel de famille qui vit sur les îles. Alors après, bien sûr, il y a à cela s'ajoute ce dont Annabelle parlait avec les bateaux de croisière, c'est-à-dire que la commodification de la Caraïbe au départ pour le sucre, l'indigo, le café, etc., avec la chute de ces matières premières et comment les Caraïbes ont réinventé leur commodification par le tourisme. Donc en fait, le tourisme est en fait un énorme, il a une énorme empreinte carbon footprint. Il laisse son empreinte sur la planète d'une manière très très forte, puisqu'en fait vous devez tout à coup nourrir une population avec de la nourriture que vous ne produisez pas sur cette île. Vous devez nourrir une population qui se démultiplie. Vous devez la faire venir, soit en bateau de croisière, soit en avion. Et en fait, cette population touristique n'a pas de tissu social ou relationnel avec la population locale. Donc on crée une autre forme d'habité plantationnaire en fait dans cet espace-là. Donc j'avais simplement, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps, je me suis simplement permis de mettre quelques idées sur cette dernière slide. J'aurais pu faire une longue bibliographie, c'est ce que j'enseigne, et si ça intéresse certains d'entre vous, on peut toujours développer d'autres lectures, parce qu'en écoutant Annabelle parler de son ensargassement, qui est ce sur quoi j'ai pu travailler, j'ai écrit sur ton travail, etc. Donc à la base, comme je vous disais, je ne suis pas une historienne, moi j'analyse des productions culturelles, mais l'histoire est derrière. En écoutant ce que tu disais, je pensais beaucoup à une féministe américaine qui s'appelle Dana Haraway, qui a écrit un livre qui s'appelle Stay with the Trouble, restons avec le problème, restons-y, qui est une manière de s'ensargasser, en fait, c'est-à-dire de dire, OK, nous vivons dans un monde qui est contaminé, qui est toxique, qu'en faisons-nous ? Eh bien, au lieu de le quitter en imaginant d'autres colonisations sur la planète Mars, comme le fait Elon Musk, au lieu de continuer à se vautrer dans le consumérisme et d'aller gratter un peu plus de pétrole au fond, là où il n'y en a plus, et au lieu d'aller encore foutre le bordel dans les océans pour aller trouver, allez, vas-y Texaco, allez, vas-y BP, mais non, on va mettre de l'essence dans notre voiture, sinon on ne peut pas travailler, sinon on n'a plus d'argent, sinon on ne peut plus vivre, cette espèce de logique du profit dans laquelle nous sommes nés. Et ben, au lieu de faire ça, Dana Haraway dit non, inventons d'autres modes de vie. Et un des modes de vie qu'elle envisage, c'est
convivialité ou la cohabitation avec des espèces qui sont non humaines. Et donc des nouveaux écosystèmes qui se créent, comme celui que tu fais avec la sargasse, et qui est cette sorcellerie de réinvention que tu appelles bruja ou brujeria. Alors, moi, je travaille dans un département d'études hispaniques et je suis d'origine espagnole, donc je comprends bien la brujeria dans le sens caribéen du terme, c'est-à-dire, donc on est dans quelque chose chez Annabelle où le toxique n'est pas quelque chose. Il ne s'agit pas de démontrer à Donald Trump que le global warming n'est pas un complot des Chinois, c'est une réalité. Il ne s'agit pas de lutter contre ce genre de on n'en est plus là. Okay, le monde est toxique, le monde est contaminé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le vivant? Est-ce qu'on reste avec le vivant? Est-ce qu'on lâche l'affaire et juste on se tire tous une balle? Ou est-ce qu'on essaye de réinventer ce qui va venir après pour les générations qui suivent? Et donc, en fait, là, je vous ai mis c'est très, très décousu, mais je n'ai pas prévu ça comme un séminaire universitaire académique. Donc, ce sont quelques lectures parce que je pense que c'est les plus faciles que vous pouvez attraper. Lire Eric Williams, Capitalisme et esclavage, parce que c'est une démonstration magistrale de comment l'habité colonial a été en fait le rodage du capitalisme global. Malcolm Ferdinand, son travail pour une écologie décoloniale, parce que c'est un très très beau travail qui met en lien la notion d'écocide et la notion de matricide dans l'espace caribéen, et qui rappelle aussi à quel point la toxicité dont parle Annabelle avec les sargasses, en fait les sargasses font partie de l'habitat naturel de la Caraïbe. Il y a toujours eu des sargasses. Ce qui n'est pas normal, c'est la fréquence et la quantité avec laquelle elles s'accumulent, et c'est ça qui les rend toxiques. Donc la toxicité, c'est aussi une question d'échelle, et on est passé à une échelle véritablement très complexe. Et je crois que c'est en liant écologie et décolonial est en fait un projet qui nous force à réinterroger quel genre d'humain nous voulons être pour le futur. Donc c'est pour ça que je vais terminer, j'ai mis quelques concepts comme de l'anthropocène, le capitalocène et plantationocène. Je ne sais pas si ce sont des termes que vous avez croisés, on pourrait en reparler, mais l'idée véritablement, l'anthropocène, on en parle maintenant tous, c'est cet âge dans lequel nous sommes où l'empreinte de l'humain sur la Terre pèse plus lourd que tout ce qui a pu peser avant, enfin, depuis la société thermo-industrielle, l'âge des extinctions, en fait, le danger qui est qu'on est dans l'ère des extinctions. Le capitalocène est un terme plus complexe, ou en tout cas plus serré, où qu'il s'agit de dire, mais attendons, ce n'est pas tous les hommes anthropocène, c'est pas toute l'humanité qui est responsable de ce too much au niveau de la planète qui n'en peut plus. C'est le système capitaliste lui-même. Et le concept de plantationocène est un concept que Malcolm Ferdinand développe, mais que beaucoup d'autres penseurs développent aussi, qui est cette notion que la plantation a rodé ce système-là, c'est-à-dire que la plantation est en fait quelque chose qui est construit de toutes pièces, où on déboise, on déforeste, on détruit un écosystème pour forcer à la monoculture d'une seule plante qui va rapporter de l'argent, et ça complexe, enfin ça commence à déséquilibrer en fait les choses de manière très forte. Donc le travail d'Annabelle, je pense que moi j'ai hâte de voir sa performance. J'ai écrit sur sa vidéo de Mamie Sargassa, mais j'ai pas vu l'avancement. J'ai vu les rushs, enfin j'ai eu le droit de voir un petit peu, mais la restitution de ta performance, je vais la découvrir ce soir. Et ce que je vous ai raconté là, j'espère que ce n'était pas trop décousu ou digressif ou ennuyeux, mais le but était vraiment, j'aimerais que quand vous allez vous prendre Annabelle dans la tête, parce que c'est très difficile c'est très très fort ce que tu produis. Enfin, moi à chaque fois j'ai besoin de respirer très très fort à chaque moment. C'est quelque chose de très puissant ce qu'Annabelle dégage. Que vous ayez quelque part dans votre corps, dans votre esprit en tête, le contexte
d'où elle vient ou d'où elle parle, que c'est ça qu'elle charrie, parce que la beauté du travail d'Annabelle, c'est qu'en fait, elle est déjà passée dans la transformation symbolique, métaphorique, réinventée. Donc en fait, le lien, il ne s'agit pas d'une illustration de ce que j'ai raconté, en fait, du tout. C'est plutôt que c'est le lieu dont son imaginaire... où son imaginaire s'inscrit, et ce que l'on restitue, nous pouvons tous l'attraper pour le réinvestir dans nos imaginaires à nous et dans nos autres luttes ou dans nos autres combats, puisque finalement, en fait, la question des coloniales est, à mon sens, devenue une question globale. Il y a peu d'espace sur la planète qui échappe à cette dimension. Voilà, j'ai trop parlé, désolée. Je passe le micro à Céloi, alors c'est ça? On fait comme ça? Ok. Merci beaucoup. Et donc, ce que je vais dire est, évidemment, s'inscrit totalement dans le contexte que Fabienne vous a présenté. En fait, je pense que ce dont il faut partir avec cette toxicité, c'est d'un certain type de rapport. Et dans le cas précis, en fait, parce que cet habité colonial, il prend plusieurs formes. Il prend une forme caribéenne particulière. Il prend d'autres formes aussi, par exemple sur le continent africain. Et donc, mais ce qu'il convient de remarquer, c'est que c'est le début de l'exploitation intensive, en fait, l'esclavage. Parce que les êtres humains ont été considérés comme des ressources. Et je crois qu'il faut vraiment que la question de la ressource, en fait, soit mise au premier plan, parce que la ressource, elle est prise industriellement, même si c'est de l'agriculture, c'est la naissance de l'agriculture industrielle, en fait. C'est la naissance de l'agriculture intensive. L'esclavage a été inventé dans un laboratoire, ce qu'on peut appeler rétrospectivement un laboratoire à Sao Tomé et Principe, par des Portugais. Ce sont eux qui ont conçu, si vous voulez, ce type d'exploitation. C'est la naissance véritablement de l'esclavage, avec des populations déportées sur ce petit espace, avec de la plantation, donc de l'agriculture intensive. Et donc, c'est bien sûr comme ça que le monde a été colonisé. Alors, s'agissant de la toxicité, on dit quelquefois que les relations sont toxiques, en fait. Quand on dit que les relations sont toxiques, c'est qu'en réalité, ce ne sont pas véritablement des relations. Parce que pour qu'on puisse avoir des relations, il faut pouvoir se parler. Si on ne se parle pas, on peut avoir, par exemple, des rapports sexuels, mais ce sont des rapports. Je pense, par exemple, à l'arrivée de Bougainville à Tahiti. Les marins, tout le bateau se jette sur les femmes tahitiennes en disant que les Tahitiennes se sont offertes à eux, etc. C'est-à-dire qu'ils ont violé les Tahitiennes quand ils ont débarqué. Et le viol a été la pratique classique, y compris, bien entendu, ça avait déjà été pratiqué ailleurs. Donc vous voyez que la question du rapport et de la relation, c'est pas du tout, c'est une grande différence. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Édouard Glissant va parler de la relation. La relation, ce n'est pas le rapport. Il faut remplacer un rapport par une relation. Parce que quand quelqu'un donne des ordres et que l'autre doit obéir en silence, eh bien évidemment, on n'est pas du tout dans la relation. Et ça, c'est ça qui est toxique. Parce que qu'est-ce qui est toxique, en fait? À quoi tient cette toxicité structurelle? Au fait que précisément ce qui est nié en acte, mais aussi en parole, c'est la subjectivité, ici des esclaves, ailleurs de colonisés. On fait comme s'ils n'avaient pas de subjectivité, comme s'ils n'avaient pas de psychologie, comme s'ils n'avaient pas d'émotion, comme s'ils n'avaient pas d'affect, et notamment, ce qui est nié, ce sont les relations familiales. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, les marrons, ce sont des gens qui, très souvent, ceux qui ont voulu échapper,
c'était pour retrouver des membres de leur famille. Pourquoi ? Parce qu'une famille, c'est un groupe, il peut résister. Donc c'est l'individualisme, il naît là. C'est l'ultra-individualisation parce que chaque individu va être totalement précaire, il n'aura de lien avec aucun autre. Ce qui montre que les révoltes d'esclaves, c'est miraculeux. Vous voyez ? Et évidemment, la révolution haïtienne. La révolution haïtienne qui ne fait pas partie du répertoire des révolutions, alors que c'est une révolution absolument extraordinaire. Indépendance de Haïti en 1804. J'ajoute au passage que l'État français a fait payer les Haïtiens pendant plus d'un siècle pour indemniser les propriétaires d'esclaves de Haïti. C'est-à-dire ceux qui ont fait construire l'Élysée, etc. et ceux qui ont modernisé Paris, en fait. Parce que Paris, à l'époque, c'était une ville qui était une ville médiévale. Et l'édification de ce genre de bâtiment dans ce quartier, il a été montré qu'elle était le fait de propriétaires d'esclaves, en particulier d'esclaves de Saint-Domingue. Donc, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que c'est comme ça qu'on peut comprendre que la modernité, elle ne peut pas s'entendre seulement, et pourtant je suis philosophe, sur un plan idéal. La modernité, elle doit s'entendre aussi sur un plan matériel et économique. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? D'abord, je pense qu'on ne peut pas confondre ce que j'appelle le post-impérial, qui concerne en fait les pays comme la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, etc., ou l'Allemagne, et le post-colonial, qui concerne les pays, par exemple, indépendants d'Afrique. Et il faut savoir qu'en Afrique, toute l'Afrique a été colonisée à l'exception de l'Éthiopie, qui en fait l'exception qui confirme la règle et qui donne à l'Éthiopie quelque chose de particulier. Et une référence aussi dans un certain nombre d'univers, et notamment dans la Caraïbe, avec les Rastas. Et donc, toujours est-il que ça se passe, le post-colonial, c'est dans ce genre d'espace, mais aussi dans la Caraïbe, et notamment en Martinique et en Guadeloupe. On est dans du post-colonial. Ça veut dire que décolonisation n'a pas le même sens quand on le dit, la même consistance quand on en parle à Paris, pour l'espace hexagonal, la France hexagonale, et quand on en parle pour la Caraïbe, et notamment la Caraïbe francophone. Je ne sais pas si c'est la Caraïbe française, mais en tout cas, elle est francophone. Elle est aussi créolophone. Parce qu'il ne faut pas négliger la question de la diglossie. La question de la diglossie, c'est une question, ça fait partie de la toxicité. Ça veut dire qu'il y a une langue qui ne vaut rien et il y a une langue qui a de l'importance. D'où ce qu'on trouve à Haïti, c'est-à-dire la restauration de la valeur du créole haïtien. Il y a des gens qui pensent en créole, etc., qui s'expriment en créole. Dans la Caraïbe, c'est beaucoup moins fort. L'un des premiers, disons, c'est Sonny Rupert, le Guadeloupéen Sonny Rupert, qui a écrit, qui est un poète et qui a écrit en créole. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est assez particulier. On est là dans justement, non pas l'extractivisme, mais l'extraction individuelle par la littérature, par les arts, l'extraction justement de cette toxicité. Comment on sort de ce milieu toxique, et forcément on en sort par le haut, on ne peut pas en sortir par le bas. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on se met debout. Et on sait que dans la Caraïbe, être debout, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Comment on se relève. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez que je parle en termes de clinique. Parce que clinique, ça vient de allonger. Comment on fait d'un homme allongé un homme debout? Ce sont des choses sur lesquelles Frantz Fanon, par exemple, a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé en Algérie.
mais avec son expérience martiniquaise. Donc vous voyez bien qu'il faut pouvoir passer d'un continent aussi à un autre continent, parce qu'il y a des spécificités locales, mais dans un environnement global qui a en fait la même structure avec simplement des variétés. Le pire étant évidemment l'esclavage, mais on n'oublie pas que encore beaucoup plus loin que dans les Antilles, il y a la Nouvelle-Calédonie qui était jusqu'en 1946 une colonie de réserve. Donc c'est encore un autre système un peu moins cruel que l'esclavage, mais tout de même extrêmement cruel. Donc vous voyez, la cruauté, c'est quelque chose qui est très important, parce que ça montre que tout système objectif et en même temps a des incidences subjectives. Et est-ce qu'il faudrait que, par exemple, à la Martinique, les gens développent un masochisme, voyez, qui serait peut-être ce qui est attendu, vous comprenez? C'est-à-dire une acceptation, voire même une satisfaction, vous comprenez, du fait que cette île, par exemple, eh bien, elle a un commerce de bananes florissant. Sachant que l'usage du chlordécone qui a été en même temps expérimenté et développé au Cameroun et dans les Caraïbes, dans la Caraïbe francophone, eh bien, vous voyez, des deux côtés de l'Atlantique, eh bien, évidemment, tout le monde savait, personne ne s'occupait. Vous voyez, c'est bien, personne ne s'occupait de ce qui arrivait à ceux qui répandaient ce produit. Donc, on a quelque chose, on a plusieurs niveaux de toxicité. Là, c'est une toxicité qui est matérielle. Alors, moi, ce qui me fait travailler sur et avec des artistes, c'est le fait que je considère que la décolonisation du côté postcolonial, elle passe sur le plan symbolique et non pas sur le plan matériel, parce qu'un individu ne va pas révolutionner le monde. Mais il peut révolutionner symboliquement les choses. Je vais donner un exemple historique. C'est que, et je vous recommande de le lire, c'est que quand Césaire écrit le discours sur le colonialisme, il écrit un discours de la méthode. Hein. Il n'est pas en train d'écrire n'importe quoi. C'est un texte qui est absolument fondamental. Donc, vous voyez, il est en train de renverser quelque chose sur le plan symbolique. Et donc, c'est peut-être l'un des plus incisifs dans les penseurs de la négritude. Ce n'est pas le seul, bien sûr, mais il est extrêmement incisif. Et puis, il s'est voué à ce travail-là, avec ses pièces de théâtre, Une tempête, etc. etc. Bon, je ne vais pas développer sur Césaire. Ce qui m'intéresse, c'est que justement, j'ai considéré, à la suite de Platon, figurez-vous, à la suite de Platon, à la suite de Derrida, que l'œuvre d'art, ou le geste artistique, mais le geste littéraire aussi, c'était comment transformer un poison en remède. C'est la notion même de pharmacone. Le pharmacone, c'est un poison qui peut être un remède, mais c'est un remède qui peut aussi être un poison. Donc, il y a une ambivalence, voyez, et cette ambivalence, elle est très intéressante parce qu'elle renvoie véritablement à la réalité, à l'expérience de ce qui se passe, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des sargasses qui se décomposent et donc qui, pour parler un langage classique, émettent des vapeurs toxiques. Ces vapeurs, elles sont toxiques, elles atteignent même, par exemple, sur la côte atlantique de la Martinique, les appareils électroniques. Les gens ne peuvent plus avoir de télévision. C'est vraiment... C'est évidemment très mal accepté, ce qui est logique. Cette décomposition et cet arrivage de sargasses vient en fait de la mer des sargasses, parce que ces algues, ce sont des algues, je crois qu'on les appelle holopélagiques, c'est-à-dire qu'elles se développent dans l'eau. Elles n'ont pas de racines, ce sont vraiment des algues sans racines en fait. Et vous voyez, ça parle. Hein. Vous
Vous entendez? Elles arrivent par la mer. Vous comprenez? Donc les voilà qui arrivent, ces algues brunes, qui se déposent et qui pourrissent sur place parce que tout simplement, l'activité humaine a détruit l'équilibre de l'Atlantique. Il a complètement détruit l'équilibre. Il a détruit, décomposé la mer des Sargasses, et de telle sorte que ça descend aussi sur les côtes brésiliennes, et il y a des effets aussi sur les côtes africaines. Donc, en fait, l'océan Atlantique, il est complètement décomposé. Alors, j'en viens au travail de performance. Vous voyez comment ça s'inscrit donc dans mon travail personnel, c'est-à-dire le fait que je considère que en fait les artistes et les écrivains, du fait que leur activité est moins soumise à la censure que les activités académiques, comme la philosophie, je précise, j'ouvre une parenthèse, la philosophie n'est enseignée dans aucun des outre-mer français. Il y a un enseignement jusqu'à la terminale. Il n'y a pas aucun département de philosophie, aucun professeur de philosophie. La philosophie, c'est blanc. Je ferme la parenthèse. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc, et du coup, évidemment, comme par hasard, en Martinique, il y a des écrivains et des artistes. Vous voyez ? Mais à Haïti, il y a des philosophes. Donc, je reviens à ce que je disais. Vous voyez de quelle charge puissante est dotée une œuvre, un acte artistique, un geste artistique ou un geste littéraire. Parce que aujourd'hui, il faut penser que le geste de la négritude, c'est pas qu'aujourd'hui il se répète, c'est un autre geste, mais qui a autant de portée que le geste de la négritude. Le geste de la négritude, c'est le geste d'un renversement et d'un renversement de valeurs. Et c'est exactement comme ça, je terminerai de la façon suivante, c'est exactement comme ça qu'un penseur comme Nietzsche, par exemple, dont je m'inspire beaucoup, parce que Nietzsche a considéré, par exemple, qu'il fallait que l'artiste soit oublieux, mais un oubli, c'est actif. C'est l'acte qui va dissiper quelque chose de passé pour emmener du côté présent ou en 2083. C'est l'acte même qui permet de se projeter, parce qu'on ne peut pas se projeter dans le passé. On ne peut se projeter que dans le futur. Et donc ce Nietzsche dit, en fait, je termine comme ça, les 3 métamorphoses. C'est d'abord le chameau qui porte le poids du monde. Ensuite, le chameau se métamorphose en lion. Le lion, c'est celui qui dit non. Ça peut être un politique, hein, ça peut être un philosophe. Et puis l'enfant, c'est l'artiste qui renverse en acte la valeur. Voilà. Bonjour à toutes du coup, et merci beaucoup pour cette intervention, c'était vraiment très intéressant. Et en fait, moi, tout au long de tout ce que vous avez dit, je me suis posé une question en tant que, on va dire, française de métropole. Alors, je ne sais pas à quel point métropole est un terme qui peut être justifié ou non, justement, je me posais la question. Et par rapport à tout ce qui va être projet culturel, moi, je travaille dans une association et il y a beaucoup d'appels à projets, notamment à Mayotte, etc. Enfin, ça fait partie des politiques en ce moment mises en place beaucoup pour un petit peu, on va dire, soutenir les projets culturels ou faire naître des projets culturels ou éducatifs dans ces territoires-là. Et moi, je me demandais comment est-ce que, justement, comment est-ce qu'on pouvait se positionner par rapport à ces projets-là. Est-ce qu'il y a une dynamique coloniale derrière ou pas? Comment est-ce qu'on encourage des projets culturels grâce à cet argent-là, parce que ça reste des territoires français, donc ils vont aussi avoir de l'argent de l'État français. Est-ce que cet argent-là, est-ce qu'on doit le mettre au profit de ces projets-là? Est-ce que quand même on doit... Enfin,
quelle réflexion on a par rapport à ce qui est mis en place, et est-ce que ça a une dimension quand même aussi néocoloniale sur ces territoires-là malgré tout, parce qu'on sait qu'il y a un manque de moyens considérable et que c'est un peu de la façade évidemment de donner un peu d'argent à des projets alors qu'en fait il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vraie infrastructure, etc. Voilà, donc du coup je me demandais comment nous, notre rôle en tant qu'acteur culturel, on pouvait apporter une réflexion par rapport à ça, et est-ce que vous avez des réponses peut-être pas, enfin en tout cas un début de réponse à nous apporter, et voilà. Et quelle position on peut porter à notre échelle pour ne pas reproduire ces modèles-là aujourd'hui par rapport à ces populations. Alors je dirais que en fait pour Mayotte c'est très intéressant parce que vous savez que Darmanin a envoyé donc des troupes, si je puis dire, pour mater les Comoriens qui se retrouveraient à Mayotte. Vous savez bien que c'est l'archipel des Comores. Vous savez que comme d'autres endroits dans les Outre-mer français, on enseigne le français comme langue première alors que c'est une langue qui pour les habitants est langue seconde, comme en Nouvelle-Calédonie, et que donc on est véritablement dans un système colonial classique. C'est-à-dire il n'y a strictement aucune différence entre ce système colonial classique et la façon dont les choses sont faites. En réalité, il y en a une, bien entendu, c'est la question des droits. Mais elle est fondamentale. Mais ils n'en jouissent pas à Mayotte, tellement ils sont pauvres. Donc, ce qui est développé, ce sont des opérations cosmétiques. Mais attention, cosmétique, c'est intéressant, hein, parce que le cosméticos, c'est aussi une forme de pharmacos, de quelqu'un qui... Parce que le pharmacone, c'est le remède, mais c'est aussi les couleurs de la peinture. Donc, il y a des gens, par exemple, il y a un Martiniquais en ce moment, à Mayotte, qui s'appelle Jean-François Beauclé, qui intervient dans un dispositif. Il a travaillé avec des détenus, il a travaillé avec des adolescents, il a réussi à faire des choses extraordinaires avec eux, mais la portée, elle est individuelle. C'est une portée autour de soi, vous voyez. C'est l'aura. Bien sûr. Mais au-delà de ça, il n'y a rien, ça ne change rien. C'est une façon, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le système colonial français, il a une double face. Il a une face visible, plaisante, plus ou moins. Pas de studio en Martinique, bon, vous voyez. Donc, il a une face, il y a l'atrium, etc. Mais bon, une face un peu plaisante. Et puis, il y a l'autre côté. Donc, quelqu'un qui est en train d'organiser des choses ou qui a l'envie, etc., ne peut pas être ignorant, comme tous les gens qui vont enseigner ne peut pas être ignorant. Mais en réalité, ils le sont. Parce que c'est très dur pour quelqu'un qui arrive d'assumer, en fait, la situation. Et excusez-moi, je veux pas monopoliser la parole, mais il faut que vous lisiez dans la colonie pénitentiaire. Parce que dans la colonie pénitentiaire de Kafka, la question principale, c'est pas la colonie, c'est celui qui arrive dans la colonie. Qu'est-ce que va faire quelqu'un qui arrive dans la colonie? Donc, vous voyez, c'est une responsabilité, en fait. C'est ça que je voulais souligner. Alors, moi, je trouve cette question intéressante parce que je me rappelle que quand... donc, moi, je suis née à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Après, avec les parents, on est partis vivre au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, au Sénégal, un petit peu à Paris. Et après, on est rentré en Martinique jusqu'à ma terminale. Et après, je suis partie à Paris pour Hippocagne-Cagne, au lycée Chaptal. Et ensuite, je me suis destinée à la Sorbonne. Je me suis spécialisée sur l'histoire de l'Afrique contemporaine. J'ai dû partir de Paris 4 pour aller à Paris 1. Parce que Paris 4, j'ai l'impression que ça s'arrêtait à l'Occident chrétien. Et après Paris 1, quand j'ai voulu écrire une thèse parce que je travaillais sur la scolarisation primaire dans le Sine Saloum, les rapports ville-campagne, filles, garçons, et avant l'indépendance du Sénégal et après l'indépendance du Sénégal, on m'a dit « Ah, il n'y a pas d'argent, devenez prof et financez votre thèse ». Donc du coup, j'ai passé le CAPES, je suis devenue prof, j'ai enseigné 2 ans dans le 93. Entre-temps, j'ai rencontré des musiciens qui sortaient du CNSM de Paris. J'en suis tombée amoureuse et finalement, je me suis barrée de l'Éducation nationale, j'ai démissionné. Et c'est comme ça que j'ai créé ma compagnie Art Incidence. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce que ensuite, je suis restée à un certain moment dans l'Hexagone.
et non la métropole. Et quand j'ai décidé de rentrer, donc il y a toujours, tu vois, cette histoire, je te tutoie, cette histoire de retour au pays natal, qui n'en est pas non plus vraiment un pour moi, parce que je ne suis pas née en Martinique, mais mes 2 parents sont martiniquais. Quand je suis rentrée en Martinique, j'ai perdu le fil en 2013. Je ne suis pas rentrée comme ça. C'est-à-dire j'étais à Montpellier et je me souviens très bien de quelqu'un que je nommerai pas, mais qui était haut placé au ministère de la Culture et qui me dit « Non, mais Annabelle, tu vois bien, tu n'as pas de visibilité là, dans la région Languedoc-Roussillon, c'est blindé. Rentre chez toi, je t'assure. Rentre chez toi, tu vas voir, ce sera mieux. Il faut vraiment que tu rentres chez toi parce que là... » Et j'ai compris, j'en ai discuté, c'était une vraie souffrance pour moi à ce moment-là. J'ai discuté avec Elsa Dorlin, qui est devenue une amie après. Je disais à Elsa, mais qu'est-ce que je fais, Elsa? Donc Elsa, qui a écrit sur la matrice de la race, sexe, sexualité, genre, etc., avec qui voilà, j'ai un peu collaboré. Et Elsa me dit, non, mais il faut que tu résistes et que tu aies ta place, ta légitimité et ta validation dans le paysage chorégraphique français en tant que chorégraphe martiniquaise. Et là, j'ai dit à Elsa, non. Parce que moi, je vais d'abord penser à moi. C'est-à-dire, je vais d'abord revenir à la question du soin individuel, sauver ma peau avant de vouloir résister et du coup de passer par toute cette phase d'invisibilité qui est extrêmement douloureuse. Et donc, je suis rentrée, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais en formation Body Mind Centering, donc une formation de pratique somatique, de technique release, de lâcher prise américaine, créée par Bonnie Bainbridge Cohen. Et ça me faisait énormément de bien parce que je sentais qu'en commençant à travailler sur ma respiration cellulaire, donc embryonnaire, à travailler sur mes liquides, mes fluides, tout d'un coup, ça me renvoyait aux liquides de la Martinique, donc à la mer, le rapport à la mer, et à me dire, ah, là, j'ai besoin de confort. Je ne peux pas rester une errante invisibilisée dans le paysage chorégraphique français, donc je rentre chez moi. Et à ce moment-là, en faisant ce choix, effectivement, j'ai commencé progressivement à avoir des moyens. Donc, je parle de moyens financiers, c'est-à-dire être subventionné par la direction des affaires culturelles, puis être subventionné par le département, puis par la région, etc. Sauf que c'est la chose un peu perverse, c'est-à-dire qu'effectivement, j'avais des subventions jusqu'à aujourd'hui être conventionnée, une compagnie conventionnée, mais pas de lieu de production. Alors, qu'est-ce que je fais ? Et aujourd'hui, j'ai fait famille, c'est-à-dire je suis une jeune maman d'un petit garçon de 3 ans. Donc, est-ce que je demande à être... Je dis, ah, mais Annabelle, il faut absolument que tu te battes pour être artiste associée en scène nationale, mais dans l'Hexagone. Je dis, ah bon? Mais en même temps, moi, j'ai une famille en Martinique et je veux faire famille. Parce que ça participe de prendre soin de moi. Et donc, du coup, d'une manière plus globale, avoir cette sensation de prendre soin aussi d'un collectif qui est le corps martiniquais, le collectif martinique que vous retrouvez dans le carnaval ou dans les manifestations qu'on fait corps ensemble, donc a fait corps ensemble. Et ça, c'est important aussi d'un moment donné d'avoir cette sensation d'appartenance à une communauté et de ne pas rester errante dans l'Hexagone ou invisibilisée dans l'Hexagone. Donc, c'est des vraies questions. Donc, je refrappe à la scène nationale martiniquaise. Du coup, je dis, ah non, mais là, il y a engorgement, Annabelle. On ne peut pas t'aider éternellement parce qu'il y a d'autres artistes. Il faut savoir que nous sommes plus d'une 40aine de compagnies pour un très petit territoire de moins de 1000 km², d'un très petit territoire de 350 000 habitants. Donc, c'est énorme. Donc, ce sont, la question que tu poses, ce sont des vraies questions. Des fois, on se rend même compte qu'on a plus d'informations. Les ingénieurs culturels ont plus d'informations sur les appels à projets pour les Antilles ou pour le dit Outre-mer que les ultramarins eux-mêmes. Ça aussi, c'est très problématique. On apprend qu'il y a effectivement là en ce moment une grosse aide qui est en train de se mettre en place, mais moi je l'apprends de Paris. Je ne l'apprends pas de chez moi, c'est-à-dire de la Martinique. Donc ça aussi, c'est problématique. Donc oui, les questions de production, elles sont vraiment, vraiment, vraiment problématiques.
Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps finalement dans la nature. Je passe beaucoup de temps au bord de mer, je passe beaucoup de temps à la rivière, je passe beaucoup de temps dans la mangrove. C'est-à-dire finalement, je passe beaucoup de temps dans des espaces de marronnage, des espaces de fugitives, des espaces... Des fois, je me dis, ah tiens, c'est marrant, je suis une indigène de la République française, en fait. C'est-à-dire dans des espaces où moi, je vais d'abord me dire, c'est important de me ressourcer. Donc des espaces où je vais tout d'un coup me relationner avec le monde de l'invisible. Et là, je marronne. Et là, je n'appartiens plus au système. C'est-à-dire, je décroche, en fait, de ces systémiques capitalistiques coloniales pour m'inspirer et pour pouvoir créer. Parce que si je ne crée pas, soit je deviens folle, soit je me suicide. C'est-à-dire, et ça aussi, c'est les alternatives un peu du système de la plantation. Le marronnage, le suicide ou la folie, quoi. On n'a pas trop de choix, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Fabienne, tu veux dire quelque chose aussi? Oui, je voulais juste ajouter 2 secondes et on prend ta question juste après, mais parce que je crois que la question est vraiment une opportunité pour apprendre. C'est un espace intéressant. Je pense qu'en fait, ce que tu es en train de... La question que tu poses et les réponses qu'on entend là montrent à quel point... si tu prends les choses à partir d'une responsabilité de savoir aussi, de t'informer véritablement de d'où viennent les projets, qui sont les artistes, de connaître les artistes, de peut-être faire la démarche, par exemple, mettre en lumière le projet de Jean-François Bouclé dans un gros territoire hexagonal pour donner des grands coups de pied dans la machine. Tu vois, ce travail, c'est-à-dire ne pas seulement être la petite main d'un système qui te demande de placer un artiste pour cacher les... Tu vois, voilà, c'est l'appel à projet qu'on a là. On m'a dit de prendre celui-là parce que... Mais de gratter derrière pour véritablement comprendre le contexte dans lequel le travail est produit et d'entrer dans la relationnalité et pas juste dans la... Et je crois que ça pas juste dans le rapport, pas juste dans mon institution me demande j'ai trouvé un artiste, je le place, mais d'être dans une démarche qui nécessite plus de tissu humain, en fait, plus de relations, plus de... moi, je sais que j'ai pas la relation d'amitié que j'ai avec Annabelle, avec d'autres artistes sur qui j'écris, mais le fait de vivre avec, de faire corps avec, de descendre, d'aller dans les espaces que tu veux connaître mieux, je crois que et de comprendre les dynamiques de pouvoir pour pouvoir... Il y a des choses simples qu'on peut faire quand on est un programmateur culturel, qui est le passage. C'est ce qu'on passe de la même manière que quand on est un universitaire et qu'on travaille pour des systèmes où on ne peut pas toujours... dire les choses avec la même liberté. On peut aussi choisir c'est le corpus qu'on choisit, c'est les artistes qu'on choisit, ceux dont on veut parler, qui aussi nous permettent de pousser plus loin. Donc dans le choix qui va être le tien, dans la marge de manœuvre possible, je pense qu'il y a vraiment des actes véritablement majeurs qui peuvent se faire, en fait, et que ça peut aider à sortir du dilemme. Mais voilà. Moi, du coup, je voulais savoir du coup, pourquoi vous vous êtes implanté à Gatwick et pourquoi vous enseignez en Angleterre et plutôt qu'en France. Est-ce que c'est parce que dans les pays anglo-saxons, il y a une approche des sciences sociales et peut-être des gender et des colonial studies assez différentes? Donc voilà, pour quelles raisons est-ce que vous pouvez développer? Ah ok, d'accord. Oui, alors en fait moi j'ai un parcours au départ qui ressemble à celui d'Annabelle un petit peu, dans le sens où j'ai fait, le parcours universitaire, je veux dire, j'ai fait une hypocagne, une cagne, j'ai passé l'agrégation de lettres, je voulais véritablement enseigner la littérature, c'était mon grand amour, c'était le littéraire. Et puis, l'espace caribéen a été l'espace par lequel j'ai fait mon détour pour adresser les problèmes familiaux identitaires que je pouvais avoir. Je viens d'une famille exilée d'une guerre civile où on ne connaît pas nos ancêtres, où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de tabous.
Je me suis reconnue dans beaucoup de structures familiales de la Caraïbe française où je tournais beaucoup, et à Cuba où j'ai vécu aussi. Et au moment de véritablement pousser la recherche, c'est-à-dire vouloir mettre l'espace caribéen à cela de très particulier, qu'il a cette même historique, cette histoire dont j'ai pu parler brièvement, mais il s'est développé de manière très différente politiquement. Chaque île de la Caraïbe est presque une exception politique, et la particularité des territoires français ou francophones, c'est qu'ils sont pas sortis de la matrice coloniale, puisqu'ils n'ont pas fait ils sont des espaces indépendants. Cela dit, les Caraïbes anglophones qui ont acquis leurs indépendances dans les années 60-70, en fait, à la fin des années 70, pendant un cheptel d'années, elles ont beau être des espaces indépendants, elles sont aussi tenues dans des raies coloniaux très complexes. Les réparations dont parlaient ces lois, et que Haïti, qui a dû payer réparation au gouvernement français pendant des années pour avoir osé se libérer du joug de l'esclavage. En Angleterre, les réparations ont été payées par les contribuables jusqu'en 2005 pour rembourser les familles propriétaires d'esclaves de l'argent qu'elles avaient perdu suite aux abolitions. Donc en fait, les thématiques sont différentes. Alors moi, j'ai été fatiguée beaucoup de l'impossibilité que j'avais dans l'espace de la Sorbonne. Mon université, c'était Paris 3 à l'époque. Alors, c'est pas du tout pour taper sur Paris 3. Les choses changent, mais je parle de ce que j'ai connu. Et dans le département de littérature comparée, à l'époque où je faisais ma thèse, qui était un département très androcentré, très masculin, on m'a reproché, on m'a dit, quelqu'un de très très haut placé dans l'université m'a croisé dans un couloir en me disant « Mais enfin, mademoiselle Viala, c'est quoi votre obsession là avec Maryse Condé? Mais vous n'êtes même pas noire !» Et j'ai trouvé ça d'une violence, en fait, parce qu'en plus, Maryse Condé est une personne que j'ai rencontrée aussi personnellement et qui, bizarrement, m'a aidée à dépasser tout un imaginaire matriciel problématique que je peux avoir dans ma vie, en fait, simplement par sa littérature et par sa personnalité. Donc, en plus, il avait tapé juste sur un truc... C'est pénible, quoi. C'est quoi il faut que je sois de quelle couleur pour avoir le droit de parler de quoi, et où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe. Donc je crois que j'ai quitté la France avec la colère, sans savoir véritablement où j'allais. Je suis partie vivre à Cuba et j'ai obtenu un postdoc dans une université anglaise qui était Nottingham, parce qu'ils avaient un espace de recherche sur Cuba. Et ça m'a donné une connaissance de ce qu'était la possibilité de parler dans l'interdisciplinarité, chose que je ne pouvais pas faire en France. Si j'étais dans la littérature, j'étais dans le littéraire, et je ne pouvais pas... Comment ça? Mais maintenant vous êtes spécialiste d'art contemporain, mais je croyais que vous aviez fait votre thèse sur cette espèce de cloisonnement terrible où on n'a pas le droit de lire en dehors de notre discipline ou de se nourrir d'autres choses. C'était étouffant. Et donc l'espace anglo-saxon était en fait très hospitalier sur ces démarches-là. Et comme moi, ma recherche grandissait de ce que je connaissais de la Caraïbe francophone, de ce que je connaissais de la Caraïbe hispanique, j'avais une vraie volonté de pousser le dialogue et la différentialité et la fin du dialogue aussi, parce qu'il y a un moment où la différentialité est aussi plus forte que ce qui les rapproche. Ce qui sépare les îles en dit autant que ce qui les rapproche, je veux dire. J'avais besoin de pouvoir inclure des productions culturelles de la Caraïbe anglophone. J'avais besoin de pouvoir mettre des artistes en dialogue, des productions culturelles en dialogue, des penseurs en dialogue. Et l'Angleterre a une histoire différente avec ses post-colonial studies, mais pas pour la Caraïbe, pour l'Inde en fait. On n'est pas dans des petits espaces, on est dans des gros territoires. Donc les post-colonial studies dans l'université anglo-saxonne ont été mis en place assez tôt en fait par des intellectuels
comme Gayatri Spivak ou Edouard Saïd, qui ont mis en place des passerelles de pensée qui pouvaient être restituées à une université qui ne cessait pas d'être européenne et blanche et anglaise, mais avec la possibilité d'avoir une visibilité dans ce... Donc il y a je ne sais pas comment dire, il y a peut-être ils sont un peu plus décomplexés sur ces thématiques-là. Il y a une tradition du regard comparé. Et il y a surtout dans le monde anglo-saxon, oui, ça c'est vrai, d'un point de vue disciplinaire, les cultural studies qui passaient pour des... Enfin, moi, maintenant, je ne sais pas comment... Vraiment, j'ai perdu de vue comment c'est considéré dans les départements d'humanité dans les universités françaises, mais à l'époque où moi j'étais à Paris 3, les cultural studies, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait parler de genre, de classe, de race, de popular culture, en fait que tout est sujet de spécialisation, d'expertise, d'analyse, que le dialogue était vu d'une manière, enfin ça n'a pas sa place à l'université ou des choses comme ça en fait. Hein. Donc en Angleterre, par contre, c'est véritablement très établi depuis bien longtemps. Donc, j'ai obtenu donc un postdoc à l'université de Cambridge. Je suis restée à Nottingham quelques mois. J'ai obtenu un postdoc à Cambridge pendant 2 ans, qui était c'était un très joli nom. Ça s'appelait Postdoctoral Fellow in Latin American, Caribbean and Post-Colonial Related Topics. C'est un super long... C'est-à-dire que ça montre bien qu'en fait... ils étaient dans une idée où ah oui, c'est votre sujet d'intérêt, venez et faites partie de la communauté de chercheurs. Ça m'a confortée dans l'idée que je voulais pas revenir dans le système français, en tout cas pour enseigner. Et donc après Cambridge, Warwick m'a recrutée en 2012, maintenant ça fait longtemps, pour ouvrir un département d'études hispaniques où hispanique était entendu de manière holistique, c'est-à-dire pas seulement l'Espagne, pas seulement l'Amérique latine, mais toutes les parties du globe où l'espagnol est la langue d'héritage colonial en fait. Et donc des espaces qui sont aussi diglossiques. Dans notre curriculum d'études hispaniques, on a eu beaucoup de liberté dans les auteurs et les sujets qu'on peut choisir qu'on peut donner en pâture à nos étudiants pour les analyses. Donc c'est vraiment mon choix de rester en Angleterre et vraiment un choix motivé exclusivement par ce que me permettait de faire le monde académique anglo-saxon dans ce qui m'intéressait en fait, en vérité. Peut-être que si j'avais voulu me concentrer sur un auteur français du XVIIe siècle, j'aurais été plus heureuse de travailler, de rester à Paris 3. Ça marchait plus pour moi et j'ai l'impression d'avoir pu développer et m'enrichir et grandir dans le domaine de recherche qui est le mien d'une manière que je n'aurais pas pu si j'étais restée dans l'université française. Je crois que le cloisonnement aurait été épuisant au bout d'un moment, je pense. Enfin, voilà. J'espère que je vous ai répondu. Mais... pour nos invités, qu'est-ce que vous faites autour d'Annabelle en fait? Est-ce que vous écrivez des articles? C'est quoi l'engagement autour d'Annabelle? Oui, alors moi, je ne sais pas si j'ai un engagement, je veux dire, entier et complet. La place d'Annabelle dans mon univers mental est liée à la Caraïbe. C'est pas Annabelle et puis c'est la Caraïbe, donc Annabelle en fait. Parce qu'il se trouve que pratiquement parlant, donc moi je trouve que c'est pas assez, c'est pour ça que je réponds de cette façon. Je trouve que c'est pas assez. Mais pratiquement parlant, j'avais eu la possibilité en fait d'avoir des cartes blanches en fait dans une foire d'art contemporain qui s'appelle Also Known as Africa, ACA. Et j'avais fait déjà une première session Caraïbes en 2017, lors de laquelle j'avais été invitée. Et la deuxième session
à laquelle j'ai été invitée, bien sûr, parce que je ne suis pas invitée tous les ans. Je ne collabore pas structurellement avec cette foire. J'avais donc proposé Annabelle et un autre artiste, David Gums. Et donc, on avait eu une rencontre à ce moment-là. Et puis, Annabelle a fait une performance, justement, au carreau du Temple à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était très bien parce que je trouvais qu'il ne faut pas être africain au sens étroit. J'aime toujours entendre les choses au sens large plutôt que dans un sens étroit et donc exclusif, en fait. Parce que qui dit sens étroit dit que l'Afrique, elle ne s'étend pas ailleurs, il n'y a pas d'afro-descendants. Donc ça c'est mon. Et puis ensuite, on a eu une discussion, en fait, dans un cadre qui est institutionnel, en réalité. Bon, Annabelle n'a pas pu être présente, elle a été très présente, mais par vidéo. Voilà, on avait échangé à l'avance, etc. Il y avait d'autres personnes, c'était consacré aux Outre-mer. Et donc là, donc c'est un investissement, si vous voulez, qui est plus global que simplement, je ne suis pas l'attachée de communication de Annabelle. En revanche, par exemple, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est une implication qui n'est pas pratique, qui est une implication théorique. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la question du rituel et de la performance. Parce que je pense que c'est quelque chose qui a été quand même négligé. Ça a été négligé parce qu'on est resté dans des bipartitions sauvages civilisées, primitifs contemporains, etc., etc. C'est-à-dire que à force de découper le monde, évidemment, de le classer, classement, classification. Classification, c'est en catégorie, c'est horizontal. Classement, c'est vertical, c'est la hiérarchie. Au sommet, la performance, à la base, le rituel. Et je pense que, justement, mais Annabelle en parlera mieux que moi, je pense que Annabelle, c'est quelqu'un qui travaille à la croisée du rituel et de la performance. Et donc, voilà, j'en suis là dans mon exploration intellectuelle du travail d'Annabelle. Même chose de mon côté, je ne suis pas l'agent d'Annabelle, je la place pas on a un centre d'art à Warwick, je ne l'ai jamais placé là, de toute façon je ne pourrais pas si je voulais. J'ai un rapport effectivement de témoins intéressés, de témoins éclairés. J'aime savoir ce qu'Annabelle produit parce que nos rencontres ont souvent été extrêmement lumineuses dans le travail qui m'intéresse. Donc oui, pour répondre à votre question précise, j'ai écrit des articles, des chapitres sur le travail d'Annabelle, sur des travaux particuliers, pas sur son travail en général, mais sur des performances où j'ai pu suivre, des performances en rodage ou mais au-delà de ça, je crois que oui, c'est Annabelle fait partie comment dire, de production au jour d'aujourd'hui que je trouve particulièrement intéressante pour les idées qui sont les miennes. Et effectivement, là, je rejoins Céloi tout à fait sur la question du rituel, la question de la protection, la question du prendre soin de soi pour prendre soin du corps plus grand, qui, je pense, est une véritable question qui est le chaînon manquant dans la modernité individualiste à l'extrême que nous subissons et qui nous empêche de sortir du système dans lequel nous sommes un maillon. Et je crois que le retour, et j'aime pas dire retour parce que ça laisserait entendre que le rituel appartient à des temps primitifs, moins développés que... Donc, je ne sais pas si c'est le véritable terme, mais il faut se connecter, je crois, et en fait, c'est pas facile. Et alors, d'un point de vue universitaire, voilà mon rapport avec Annabelle, mais d'un point de vue personnel,
je suis très, très curieuse. Voilà, je suis curieuse de voir à quel point Annabelle ritualise ou travaille le rituel, parce que je trouve que dans la performativité du rituel, quand on appartient à des espaces culturels qui ont perdu l'habitude de ritualiser ou qui n'intellectuisent, qui ne pensent pas que quand ils font du rituel, ils en font, on sait. Il faut réapprendre les codes. Il y a quelque chose qui doit passer par le corps, qui doit passer par des gestes que chacun peut réinventer, mais qui nécessite une pratique. Et du coup, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est comment le rituel et la performance et le rituel se mélangent en fait, et où l'expérience est particulièrement dense. À propos des catégories, vous savez, on distingue les civilisations de l'oralité, les civilisations de l'écriture. Mais bien entendu, ça suppose qu'on ne prête pas soi-même attention aux divers types de paroles, aux diverses formes d'oralité qui nous caractérisent. C'est la raison. Voilà. Et du coup, Annabelle, justement, elle travaille dans l'oralité et par la voix. Donc, elle en parlera mieux que moi, mais je voulais souligner que cette géographie des catégories, c'est une géographie qui est très problématique, en fait, et qu'il faut déconstruire. Ouais. J'ai plein de mots qui me viennent en tête, et je ne sais pas si j'ai envie de vous les livrer ou pas, parce que du coup, on reste dans un espace mental, en fait. Mais par exemple, j'ai le mot futurité ancestrale ou ancestralité future. C'est-à-dire, pour moi, le rituel, je ne sais pas si je n'ai pas la sensation, en tout cas, quand je ritualise, d'être dans le présent. Moi, j'ai l'impression que je suis dans le futur, mais un futur passé ou un passé futur. Je pose ça comme ça dans l'espace. C'est des mots qui sont dans l'espace et qui vont revenir ce soir dans l'espace. Parce qu'on peut shifter aussi, changer l'espace, le mind de l'espace. On peut changer l'esprit de la salle. Et je pense que c'est ça aussi qui me passionne, cette capacité que j'aurai, mais qu'on pourrait tous avoir, en fait, tous et toutes, à changer l'espace, à changer nos espaces, à changer notre espace mental, mais changer nos espaces de corps, changer nos espaces de corps, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, à travers nos corps, rentrer dans des espaces de porosité, des espaces ouverts, des espaces qui nous dépassent, des espaces qui ne sont plus des espaces frontières, où nos enveloppes, on sait qu'on est constitué d'un corps avec une enveloppe corporelle, mais qu'à un moment donné, on a la capacité, la possibilité, au-delà du monde des croyances et des religions, cette capacité à investir, intégrer dans des espaces et rentrer effectivement en relation, déjà entre nous, êtres humains, mais effectivement entrer en relation avec des êtres vivants aussi, et entrer en relation aussi avec le monde, ce que moi j'appelle le monde de l'invisible, mais bon, qui peuvent être aussi des entités, des lois. Donc ça appartient au panthéon Yoruba. Donc c'est-à-dire que rien n'est fait, pour moi, dans un rituel, rien n'est fait par hasard. C'est-à-dire que s'il y a une cloche qui sonne, c'est pas juste pour dire « Ah tiens, c'est sympa, il y a une cloche qui sonne. Ah, c'est cool, la cloche qui sonne. » Non. En fait, c'est une cloche qui appartient à un rituel dans un espace précis, qui va être par exemple l'espace, la région Cuba. Et dans cette région, à Cuba, on utilise cette cloche pour faire venir des entités, des esprits, etc. Et on les invoque, on les convoque, etc., etc., etc. Et du coup, on change, on shift, on change l'espace de la salle, de la pièce. Donc ça me fascine, mais ça ne me fascine pas au sens intellectuel du terme. Ça me transcende, c'est-à-dire que moi, ça me touche et ça me traverse physiquement, psychologiquement, intuitivement, proprioceptivement. C'est-à-dire que et mon corps, c'est mon médium. C'est-à-dire c'est lui qui va m'indiquer
où aller, comment aller, pourquoi, avec qui relationner, avec qui ne pas relationner, pourquoi là je me sens en danger, pourquoi là je me sens en protection, etc. etc. Et c'est ça qui me bouleverse, mais qui me bouleverse parce que c'est ça qui me fait entrer du coup en relation avec l'autre et qui fait que l'autre aussi me touche. Et si je fais de l'art aujourd'hui et je ne me suis pas transformée en chamane au fin fond de ma mangrove en Martinique qui fait que je ne serai pas avec vous aujourd'hui, si j'ai fait le choix finalement de rester dans le spectacle vivant et dans le monde de l'art, c'est parce que je crois en ce que Deleuze appelle ce plus d'humanité, c'est-à-dire je crois en ces lignes de fuite qu'on a tous, on les a tous ces lignes de fuite. Ces brûlures, ces fêlures, ces failles, on les a tous ici. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est des êtres humains. Et en plus, il y a chez moi cette histoire coloniale, plantocratique, cet héritage toxique qui perdure dans les familles. Tu parlais de faire famille, mais il y a aussi des familles, effectivement, où c'est toxique. Et cette mamie Sargassa, cette maman Sargassa, elle est là, elle me colle à la peau, elle m'accompagne. Et c'est comment, du coup, j'essaye aussi, à travers ce rituel performance que vous verrez ce soir, de l'invoquer, mais à un moment donné, de l'exploser, de la transcender. Parce qu'en fait, elle est monstrueuse, cette mamie Sargassa. Elle est monstrueuse, en fait. Elle est monstrueuse. Et donc, du coup, comment je fais corps avec elle et comment, à un moment donné, avec vos présences, comme si on participait d'un rituel commun, sans votre consentement, parce qu'il y a une étudiante, il y a une semaine, une étudiante des Beaux-Arts de Paris qui faisait partie d'une délégation des Beaux-Arts de Paris pour un dispositif qui s'appelle Monde Nouveau du ministère de la Culture, qui a assisté à une de nos performances. Henri Tolio, Aïcha Korek et moi-même, on a performé et Félicie avec un cheval. Parce qu'on aime bien aussi commencer à performer avec des êtres vivants qui ne sont pas des êtres humains. Parce que là, tout de suite, ça nous ramène... Là, c'est basique. Hein, tu performes avec un cheval qui fait 800 kilos. Tu te dis, OK, où je suis dans l'écosystème, quoi. C'est pas où je suis dans la matrice capitaliste, mais où je suis dans l'écosystème qui nous constitue, si on considère que nous sommes aussi des écosystèmes, tu vois. Et il y a donc cette étudiante qui dit « Ouais, mais bon, vous avez fait un rituel, vous nous avez fait participer dans le rituel, mais est-ce qu'on a signé un consentement ? Moi, je ne suis pas d'accord. » Et moi, je l'ai regardée comme ça, je dis « Bon, d'abord, primo, je ne suis pas là pour faire du mal. C'est-à-dire, si tu penses que... oui, parce que vous avez transformé les énergies, donc énergétiquement, on ne sait pas si c'est mal, bien, etc. » Et là, je me suis dit « Ça, c'est un questionnement que je trouve typiquement occidental. C'est-à-dire, du coup, en fait, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à saisir. Ouais, tu vas rebondir. J'arrivais pas à saisir ce qu'elle me disait. Je me disais, mais pourquoi elle me parle de consentement, en fait ? C'est-à-dire que tout d'un coup, et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis vraiment dans un autre monde, quoi. C'est-à-dire le monde du rituel qui est un monde éminemment ouvert, c'est-à-dire je vous dis, qui s'ouvre, quoi, et c'est en ça que ça me touche, et en ça que je trouve ça beau. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que elle revenait à quelque chose de hyper serré, quoi, hyper fermé. Et moi, j'avais pas envie de rentrer là-dedans, tu vois. J'avais pas envie de rentrer dans cette logique-là de l'école des Beaux-Arts de Paris, ou de elle, je sais pas, mais j'avais pas envie de rentrer dans ce prisme-là. Je me suis dit non. En fait, non, chérie, là, je t'accueille chez moi, vas-y, accepte et détends-toi, quoi. Ouvre tes ports. Parce que pour moi, c'était pas ça, quoi. La question, elle n'était pas là, tu vois, dans consentement, pas consentement. Elle était hors sujet. Je suis désolée, elle était hors sujet. Mais je lui ai pas dit ça comme ça. Parce que voilà. Mais en même temps, je me suis dit, après réflexion, tu vois, j'ai repensé à sa question 3 jours après. Je me suis dit, mais en fait, elle était hors sujet, quoi. Parce qu'en fait, je trouve que c'est extrêmement symptomatique. Ce qu'il y a de symptomatique, c'est qui a le pouvoir de dire si ça va ou si ça va pas. Et en fait, c'est vraiment un rapport colonial. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit mais comment ça et pourquoi et comment, etc. Et l'autre est sur la sellette. Et donc forcément, c'est se trouver, mais c'est quelque chose qui est très répétitif. C'est de se retrouver le dos au mur, de devoir justifier
de quelque chose qu'on a créé, en fait. Soit une pensée, soit une performance ou un rituel, etc. Et c'est toujours dans le même sens. Parce que qui de la Martinique va aller regarder aux Beaux-Arts et dire « et ça, et ça, et ça », comment ça va? Qui d'Algérie va venir en disant « mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Qui de Haïti va faire ça? Autrement dit, le rapport colonial, c'est un rapport de dissymétrie et de non-réciprocité. C'est ça qui fait le rapport. Il n'y a pas de réciprocité. Et donc, moi, ça me met en colère, par exemple. Ça me met en colère parce que c'est comme de soupçonner quelqu'un de quelque chose qu'il ferait, mais mal. Et donc, on est toujours dans la même répartition. Elle aurait pu te dire, ah ben c'est bien noir ce que tu as fait. Oui, Je suis désolée, j'ai une petite... ouais, dans la même veine. Ouais. En même temps, et j'imagine, j'aurais voulu être une petite souris, j'imagine comment tu as dû t'énerver, mais il y a quand même, ça veut quand même dire qu'il y a une force possible avec le rituel. Balançons du rituel, allons-y, gênons, faisons, parce qu'en fait, on dirait qu'il y a une peur. Oui, j'ai senti la peur. Comme une peur du magique, une peur de... Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que c'était de la magie noire ou de la magie blanche? Est-ce que c'est... Parce que c'est pas dans le cursus des beaux-arts, alors du coup, où est-ce que ça va? Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'angoisse que ça a générée, en fait. Hyper angoissée. Donc sa voix tremblait, je l'ai senti hyper angoissée. Ça veut sûrement dire aussi que dans le rituel est tellement devenu quelque chose d'opaque, de caricaturé, de non compris, de pas fréquent, de pas dit aussi, que peut-être c'est cette fluidité-là d'un acte qui veut dire plus que son geste et qui charrie un temps qui est plus que le présent, qui est aussi... je trouve ça intéressant, moi. Je dis pas, je comprends bien, mais je pense que ça participe peut-être aussi, ça confirme la force du shift que tu peux produire ou que tu recherches. La potentialité du rituel dans sa dimension... relationnel. Un rituel, comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur qui vont se retrouver à l'intérieur, en fait. Et y compris les gens, il y a quelqu'un qui performe, c'est ce qu'on voit dans le continent africain, il y a beaucoup de rituels. Il y a des rituels qui persistent, évidemment. Le rituel, ce n'est pas le passé, le rituel, c'est le présent. Nous-mêmes, nous en avons. Noël, c'est un rituel, mais ce n'est pas des rituels qui ont forcément exactement les mêmes caractéristiques. Mais évidemment, un être humain ne peut pas se passer de rituels. Mais simplement, dans ces rituels, ce qu'il y a d'important, c'est que ce n'est pas du tout, justement, centrifuge. C'est centripète, ça veut dire que ça va revenir à un centre. Le centre, c'est la personne qui est en mouvement, parce que c'est toujours un mouvement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour Aka, eh bien, la thématique de l'année dernière, c'était le mouvement. Donc, quelqu'un qui est en mouvement, qui est vivant, et ça va aller du côté de la vie, mais toujours en rapport avec une ancestralité, en fait. Ça, c'est la caractéristique de base du rituel. Je le dis à la manière des philosophes et non pas à la manière des anthropologues, c'est-à-dire de façon particularisée. Et donc, en fait, ce à quoi on assiste, c'est à une incarnation. Et c'est particulier, il ne suffit pas d'avoir un corps pour avoir une incarnation. Il y a des gens qui incarnent rien du tout, d'ailleurs. Donc, il y en a plein, c'est pas, on ne va pas le leur reprocher, mais il n'y a pas d'incarnation. L'incarnation, c'est quelque chose de particulier, et on le voit, on a du mal, on ne sait pas bien le décrire, mais quand on assiste à une incarnation, vous verrez ça tout à l'heure, eh ben vous allez le sentir, en fait. Parce que ça relève véritablement de la sensibilité. La sensibilité, c'est très fort et ça a beaucoup d'effets, bien sûr, psychiques, intellectuels, etc. À tel point que certains anthropologues se sont entrés finalement dans ces ritualisations parce qu'ils ne voulaient plus du tout, par exemple certains qui ont été initiés,
il ne voulait plus du tout rester à l'extérieur ou se sentir extérieur à la chose même. Bah après, bon, et puis de toute façon, dans le rituel, il y a, voilà, il y a comment dire, des sources, enfin des sources, c'est-à-dire qu'il y a des potentiels qu'on va activer. Donc là, ce soir, c'est sûr que ça passe aussi par la musique. C'est-à-dire que c'est le corps en mouvement, mais c'est aussi le son. C'est-à-dire c'est comment le son, à un moment donné, surtout la puissance du son, sa spatialisation, comment le son déplace aussi l'espace. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le corps, il y a les corps, vous avez vos corps, nos corps, et il y a aussi le son qui vient déplacer aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Et ça aussi, c'est très puissant. Et dans le rituel, on ne peut pas se passer de musique, enfin, quelle que soit cette musique. Évidemment. Qu'est-ce que vous entendez par magie noire, magie blanche? Parce que moi, je veux bien comprendre de la magie négative ou positive, mais magie blanche, magie noire, qu'est-ce que vous entendez par... Non, moi j'entendais rien du tout. Je sous-titrais ce que je comprenais de la réaction de cette étudiante des Beaux-Arts qui a eu peur qui s'est inquiétée de la dangerosité du rituel d'Annabelle. Donc en fait, je la faisais parler avec ce que j'imaginais être des mots qui appartiennent à son imaginaire. Donc c'est un peu une appropriation. Donc mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai l'impression que c'était une réaction qui venait d'une vision caricaturale de ce que représente le magico-religieux dans sa vision la plus stéréotypée quand on en parle d'un point de vue, comment elle est vue par exemple comment est vue la santeria par les Espagnols qui vont à Cuba ou comment est vu le quimbois en Martinique. Je pensais c'était des grosses appropriations. Moi, je ne souscris pas du tout à ce genre de terminologie. Après, ce que je trouve intéressant aussi dans l'écriture performative, c'est à quel moment voilà, moi j'ai la sensation que dans l'écriture performative, que selon les artistes, on va l'aborder différemment. C'est-à-dire soit on va aborder le rituel comme un simulacre, soit on va vraiment être dans le rituel. Et ça dépend vraiment des artistes. Moi, je travaille avec des artistes qui disent non, moi, je sépare mes rituels personnels afrodescendants du moment du spectacle, qui reste du spectacle, donc du simulacre, et donc nous ne sommes pas dans l'espace du rituel. Et d'autres artistes qui vont se dire moi je suis pas si catégorique, il y a peut-être plus de porosité que ça, voilà. Et ça, je pense que ça appartient vraiment à chaque artiste. C'est-à-dire selon l'intuition que j'ai, c'est que selon qu'on pousse le curseur plus ou moins haut, plus ou moins fort avec son corps. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai pas mal l'habitude de travailler avec des artistes plasticiens qui ne sont pas forcément performeurs à la base et qui du coup vont exposer des œuvres et ces œuvres sont déjà une représentation de leur imaginaire, de leur discours, etc. Mais sans passer forcément par leur propre corps. Moi, c'est vrai que j'ai été traversée par plein de techniques différentes, qui sont des techniques, mais qui sont aussi des états d'être, hein, comme voilà, les danses candomblé, afro-brésiliennes, mais aussi le buto, la danse expressionniste japonaise, mais aussi la danse contemporaine, mais aussi la danse classique, mais aussi la danse moderne jazz, mais aussi ta. Donc du coup, ces danses-là, elles viennent, le ritual movements, etc., elles vont venir ouvrir des espaces aussi dans mon propre corps. Et puis, il y a aussi le temps qui passe. Voilà. Dans le buto, on dit que le danseur buto est un intercesseur entre le monde des morts et des vivants.
Et ça appartient vraiment aussi, du coup, à... voilà, au Buto, à cet espace-là japonais, avec ces chamans-là, agriculteurs dans le nord du Japon. Enfin, c'est très contextualisé et en même temps, c'est complètement ritualisé parce que en fait, ça vient déjà du théâtre No, donc qui date, je crois, du XIIIe siècle, et où on foulait buto, ça veut dire fouler le sol avec les pieds pour chasser les mauvais esprits avant de commencer quelques pièces de théâtre que ce soit. Et donc dans les théâtres No, vous aviez des pièces de théâtre qui duraient 8 heures, quoi. Le temps de faire toute cette cérémonie, etc. Donc ça veut dire qu'il y a bien des espaces dans le monde qui ne sont pas la France, et ces espaces-là du monde ont des rituels qui sont hyper importants, qui sont fondateurs de société, fondateurs de famille, fondateurs d'un mind, quoi, d'une manière de voir le monde, et qui c'est important de le savoir et pourquoi pas, je ne sais pas, sans être dans l'extractivisme, mais en tout cas de comprendre et s'en imprégner suffisamment pour nous-mêmes s'ouvrir, quoi, et voilà, et sortir d'une seule monoculture, en fait, parce que c'est toujours ça l'histoire, hein. La question de la monoculture de la banane ou de la canne à sucre, c'est aussi la question de la monoculture dans l'art contemporain ou de la monoculture, enfin vous voyez, ça perdure, quoi, en fait, hein, ou dans le spectacle vivant, enfin voilà, donc moi je pense que cette question de la monoculture, c'est important qu'on se la pose tous là, dès aujourd'hui, quoi. Si on ne se l'est pas encore posée, il faut se la poser maintenant, parce que c'est maintenant ou jamais, quoi, la question de la monoculture, hein. Juste un mot, c'est pour dire que Annabelle vient de définir, en fait, en acte, ce que c'est qu'une créolisation. C'est ça, la créolisation. Et la créolisation, c'est une idée qui est très intéressante parce qu'elle ouvre sur des devenirs, et ces devenirs, ils sont divers et ils ne sont pas prévisibles. Merci beaucoup à toutes. C'était fascinant.